Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode du type épisode qu'on attend depuis longtemps, épisode que vous m'avez souvent réclamé. Le voici enfin sur Chef, le boss de l'assiette champenoise, le chef Arnaud Lallemand. Je l'ai rencontré sur son terrain il y a quelques temps à Reims. Rendez-vous dans ce restaurant triplement étoilé. Petit café pour patienter, canapé cuir grand luxe arrivé décontracté. L'homme est grand, large et surtout souriant. Échange très sympathique avant, plus pratique, de déployer les micros dans son bureau. La pièce est vitrée. Depuis le canapé dans lequel nous sommes installés, on distingue un peu le parc qui entoure le restaurant, on voit quelques belles voitures stationnées et on sent que le chef se réfugie ici, parfois, pour décompresser et sûrement fumer un bon cigare. Bref, ça démarre de manière très conviviale cette affaire et vous allez voir que le ton de cet épisode va rarement abandonner cet état d'esprit et c'est l'un des traits de caractère du chef. Par ce sourire, il ancre une détermination et vous allez comprendre cette philosophie en découvrant son histoire. Celle d'un chef qui s'est formé dans l'ombre de monstres de la gastronomie et qui a très bien su quoi prendre chez chacun avant de revenir soutenir la maison familiale. C'est l'histoire d'un homme qui, de manière brutale, a dû porter sur ses épaules l'héritage et faire de cette histoire une ambition. Récupérer l'étoile que son père avait perdue et conduire la maison au sommet, écrire sa cuisine dans le goût des sauces et le culte des produits en décalage complet avec les goûts d'une époque, chercher les purs et construire l'illusion de la simplicité. Moi, c'est David Ordonneau, vous écoutez le podcast Chef et tiens, si je devais vous donner une raison d'écouter cet épisode-là, ce serait pour entendre le chef Arnaud Lallemand décrire ce procédé qui justement lui a permis d'épurer sa cuisine. Vous savez, les cises mortes, tout ça, moi je l'ai entendu 1000 fois, mais là, j'ai trouvé un chef qui a su entrer clairement dans le récit de cette cuisine. Et vous verrez qu'on n'a pas eu besoin de parler de champagne, même si tout ici célèbre cette région. Bref, c'est une sacrée rencontre, c'est un sacré chef, et qu'est-ce que je suis ravi que ses mots et sa vision entrent aujourd'hui dans cette série. Je vous laisse donc en compagnie d'un chef qui ressemble à ce qu'il crée. On se parle d'un trait, d'une grande netteté, d'un récit d'une apparente simplicité, mais vous allez l'entendre in fine, d'une histoire de cœur, d'une grande profondeur, d'une cuisine de sentiments. Voici l'histoire d'Arnaud Lallemand. Je fais une cuisine dans une maison de famille. Maison de famille parce que c'est mes parents qui ont créé la maison. Et je veux que ça reste ancré dans la tête de tous nos visiteurs. Qu'avant moi, il y a eu une première génération et cette première génération a fondé les racines de la maison qui existe aujourd'hui. Justement, quand vous en parlez, c'est quoi les valeurs qui vous viennent en tête quand vous parlez justement de ces racines-là? Elles reposent sur quoi? Elles racontent quoi? L'éducation que j'ai eue grâce à mon papa et à ma maman. Après, moi, j'ai 3 phrases magiques pour essayer de pas me perdre. Parce qu'arrive un moment, il a fallu qu'on réfléchisse aussi à certaines barrières dans une vie. Il nous faut des garde-fous. Et mes 3 phrases magiques, c'est: il faut jamais oublier d'où on vient. Il faut jamais oublier où on se trouve. Il faut jamais oublier pour qui on fait. Je viens de Champagne. Je me trouve en Champagne. Je fais pour les Champenois et les touristes qui visitent la Champagne. Donc, ma vie entière est basée sur le Champagne. Si on remonte le fil et si vous repensez à l'environnement dans lequel vous avez grandi, celui de votre origine, vos racines, il ressemble à quoi cet environnement? Votre enfance, elle ressemble à quoi? Elle s'est écrite dans quel genre d'atmosphère? Moi, je suis né en 74 et en 75, mes parents ont ouvert un premier restaurant à la campagne, à 10 minutes du centre-ville de Reims. Et dans ce restaurant-là, ils ont eu rapidement leur première étoile au Michelin. Donc, on vivait au-dessus. On avait l'appartement au-dessus du restaurant. Moi, je me rappelle encore, vous savez, dans les vieilles maisons à la campagne, c'est des planchers en bois, c'est des murs épais, mais en pierre où tout transpire. Et arrive un moment, j'ai été baigné dans ces odeurs de cuisine perpétuellement, dans ces sons de cuisine perpétuellement, dans ces dialogues entre les convives perpétuellement. J'avais ma chambre qui était au premier étage, à cheval entre une partie de la salle et une partie de la cuisine. Donc j'avais tout ça. Et ça, je l'ai vécu toute mon enfance, jusqu'à l'âge de 13 ans qu'on déménage. Mais du coup, pardon, mais c'est fulgurant, non? Il y a l'ouverture d'un restaurant et l'obtention d'une étoile
Pour mes parents, c'était ouverture en octobre 75 et ils ont eu leur première étoile en mars 77. Pour l'époque, c'était rapide. Ah bah ouais. Ouais, pour l'époque, c'était rapide. C'est pas rien. Et qu'est-ce qu'on y cuisine? Quelle est la place de chacun dans cet environnement que vous décrivez là? Papa s'occupe énormément de la cuisine, hein. Il fait son marché tous les matins. À l'époque, on n'a pas tous les moyens de livraison d'aujourd'hui, donc il fait son marché tous les matins. Toute la journée, il est en cuisine. Il travaille déjà des très jolis produits. Auparavant, il avait travaillé chez Gaston et Gérard Boyer, qui avait le restaurant La Chaumière à Reims. Il avait travaillé chez Roger Verger au Moulin de Mougins. Il avait travaillé chez Michel Guérard à Asnières, au Pot-au-Feu, donc avant que Monsieur Guérard soit la légende avant les les génies. Et il travaille que des beaux produits. Il est déjà sur une cuisine à base de homard de Bretagne, de Saint-Jacques de Plongée, des turbos. Mais l'époque est pas la même. Quand on allait au marché, je me rappelle, j'étais gamin, quand on allait au marché, mon père disait au poissonnier, tu mettras 2 pièces de Saint-Pierre, 1 pièce de turbo. On avait forcément des gros turbos bien épais, bien beaux et tout. Et les Saint-Pierre faisaient au moins 4-5 kilos. Aujourd'hui, quand c'est des pièces qu'on veut, il faut un cahier des charges bien précis auprès de son pêcheur pour être sûr de les avoir. Et ça reste de l'exceptionnel. Mais à l'époque, c'était, je vais pas dire plus courant, mais c'était plus facile d'accès, on va dire. C'était plus facile d'accès. Il y avait peut-être aussi à l'époque moins de restaurants gastronomiques en France. Donc c'était des produits qu'on arrivait à avoir plus facilement. Donc voilà, c'était tous ces produits-là qui travaillaient avec une cuisine, avec des jus, des bouillons, des sauces qui mijotaient toute la journée. Il y a beaucoup d'implications. C'est quoi l'ambition quand même? Parce que là, on ouvre un restaurant, mais on se lance et on décrit une cuisine d'exigence avec des produits qu'on veut pas exceptionnels puisqu'on le dit à l'époque qui sont plus courants, mais tout de même il y a envie de mettre une empreinte. Mais papa avait fait tout son apprentissage et puis sa carrière dans des maisons 3 étoiles, donc ou en devenir 3 étoiles à l'époque, parce que quand il a travaillé chez les Boyer, ils en avaient 2, chez Guérard il y en avait 2, chez Verger il arrivait, Roger Verger venait d'avoir sa première étoile, il est ressorti, il avait la 3e, donc il reproduisait ce qu'il avait appris en fait, il reproduisait ce qu'il avait appris. Il était dans cette gamme, il était dans cette division là de la cuisine. Ouais, c'était dans les années 75 où des chefs comme je me rappelle Jean Bardet s'installait, comme Michel Rostand s'installait, comme Guy Savoie s'installait. C'était cette génération de chefs qui commençait à s'installer, à essayer de faire parler un peu d'eux. Et vous grandissez là-dedans entre la salle et la cuisine et c'est votre univers finalement qui s'imprime là parce que quand vous en parlez, c'est plus qu'un univers. Je pense même que c'est une salle de jeu en fait pour moi parce que je suis gamin donc je vois du monde tous les jours. C'est la fête tous les jours. Au restaurant c'est toujours la fête. C'est la fête tous les jours. Il y a une ambiance de dingue et tout. Et là je me dis c'est ce que je veux faire. Je veux cuisiner pour les autres. Je veux tout partager et puis parce qu'il y a un truc aussi quand on est enfant. On se dit c'est la fête. Parfois c'est pas la fête quand on est enfant parce que ses parents ils sont quand même très occupés. Mais moi je prenais ça sur le côté festif du moment partagé avec papa qui cuisinait, maman qui servait et puis c'était un partage avec tous les convives, donc je trouvais ça hyper festif et puis sans oublier qu'on était en Champagne, donc d'une table à une autre on voyait les magnums de champagne circuler, il y avait un côté quand même un peu magique et c'est ce qui m'a donné très envie, ce côté je vais au marché, je rencontre des amis restaurateurs, je discute avec eux, après je reviens, je travaille ces produits-là, je les cuisine, je les envoie en salle, maman venait chercher les assiettes, on les sert à des convives qui sont heureux d'être là, et puis c'est la fête, donc c'est le côté de l'auberge, de la restauration, de l'art de recevoir à la française qui me plaît en fait. Et maison familiale, donc en fait tous réunis quand même, tout le monde, même dans cette implication et dans cette exigence, vous êtes avec vos parents et on sent que vous êtes... Oui, parce que quand j'ai commencé à grandir, il y avait des dimanches midi où, les dimanches midi en plein été, c'était souvent bien plein, restaurant de campagne. À l'époque, c'était pas, on va dire, les mêmes standards qu'aujourd'hui. Maman, à l'âge de 10 ans, me mettait à l'entrée, on avait une grande cour, elle me mettait à l'entrée, je devais accueillir les gens pour les accompagner jusqu'à l'entrée du restaurant. Génial. Donc dès l'âge de 10 ans, je me retrouvais à faire des choses comme ça. Et grand plaisir pour vous, j'imagine, à ce moment-là. Super grand plaisir. Ouais. Mais c'est surtout que ça m'a suivi encore aujourd'hui. Il y a encore des convives qui venaient chez mes parents il y a 40 ans, qui maintenant ont un certain âge, ils ont pour la plupart 70, 80 ans et tout, et se rappellent encore de moi quand je les accueillais en étant gamin. Génial. Donc c'est le côté un peu magique. C'est une histoire qui s'écrit sur du très long terme. La maison a 50 ans cette année, mais ça fait 50 ans qu'on la vit tous. C'est dingue. Comment vous allez justement aborder cette histoire? Vous vous dites dès le début, moi je veux faire ça, c'est évident?
À l'âge de 5 ans, je me dis j'ai envie de faire ce métier-là et tout. Je capte qu'il y a deux guides à l'époque, donc le guide Michelin qui distribue des étoiles, ou à l'époque on n'a pas de texte dans le guide Michelin, et à côté le Gomio qui distribue des tocs et des notes avec un texte. Et je dis souvent en rigolant, j'ai appris à compter avec le Michelin et les étoiles, et j'ai appris à lire avec le Gomio et les textes. Donc, mais à l'âge de 5 ans, je me dis ouais mais moi quand je serai grand j'aurai 3 étoiles. Et là, le temps avance. On rentre à l'école hôtelière, on se dit, c'est peut-être pas évident comme métier quand même. En fait, il y a un petit peu de il y a un peu de boulot quand même. On sort de l'école hôtelière, on va travailler dans des maisons qui ont 3 étoiles, et là je me dis, oula, avoir 3 étoiles, c'est quand même pas à la portée de tout le monde, ça va être super dur. Dans l'école hôtelière, quand on arrive justement, c'est un peu la première confrontation. C'est pas la réalité, mais il y a une forme de réalité dans l'appréhension du métier, des techniques, des ustensiles qu'on va pouvoir. Vous l'avez connu forcément cette réalité, vous l'avez vue toute votre enfance. Mais est-ce que quand vous arrivez en formation, vous découvrez autre chose, ou est-ce que pour vous c'est une évidence? Ce que j'ai le plus admiré, ce que j'ai le plus aimé à l'école hôtelière, c'était la rigueur. La rigueur de la tenue, la rigueur de la coupe de cheveux, la rigueur du rasage, la rigueur de la brillance des chaussures, la rigueur de ranger ses affaires. Après, la rigueur en cours général, la rigueur en cours pratique, la rigueur de tenir un poste de travail avec sa planche toujours bien propre. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette idée de rigueur? Le travail accompli. Parce que sans rigueur, on peut pas faire un travail accompli et abouti. C'est quoi? C'est un peu la recherche du perfect, quoi. C'est un peu le truc. Ouais. Et puis de travailler. Aujourd'hui, on fait des services où il y a quasiment pas de bruit en cuisine. Tout est bien à sa place, bien rangé. Il y a pas un bruit. Il y a personne qui doit être là pour hurler ou quoi que ce soit. Donc, il y a cette sérénité de travail. Des fois, quand j'ai des gens, des convives qui visitent la cuisine, ils me disent c'est impressionnant, il n'y a pas de bruit dans votre cuisine. Je fais, vous faites quoi comme métier? Donc ils me disent banquier, avocat, notaire, ou autre chose. Et je fais, vous imaginez tous les matins arriver à 8h au bureau, le quitter à 18h et entendre hurler toute la journée comme ça devrait être désagréable. Et ils me font, bah ouais, c'est vrai. Je fais, bah pour nous c'est pareil. On a envie de travailler dans le calme, dans la sérénité, et beaucoup de choses fonctionnent sur un regard, sur un petit geste. Et puis c'est zen quoi. Et c'est cette rigueur là qui me plaît en fait à l'école hôtelière. Alors chef, c'est pas pareil dans toutes les cuisines, hein. Parfois il y a des décibels, des niveaux de décibels un peu changés. Non, je vais pas vous dire le contraire non plus. Moi, peut-être que 3 fois dans l'année, il peut y avoir un souci qu'on a répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis ça rentre pas. Et puis là, on est obligé d'hausser un peu le ton, parce que c'est comme dans tous les métiers. J'ai jamais vu un notaire ne pas dire j'en ai marre de ce dossier. Je veux dire, ça peut arriver dans tous les métiers. Par contre, on doit faire en sorte que ça n'arrive jamais. Parce que si on arrive à ce que ça n'arrive jamais, si ça arrive 2 fois, c'est pas la fin du monde. Mais c'est l'avenir de nos métiers. On peut pas, les générations actuelles n'arriveront plus dans nos cuisines en se faisant hurler dessus. Je veux dire, et puis c'est inconcevable. Il faut plus ça. Il faut plus. Et dès le début, vous, dans cette formation-là, vous vous dites, moi, je peux atteindre dans ce jeu-là quelque part. Enfin, je veux faire le jeu parfait, en fait. On sent qu'il y a cette envie et cette rigueur qui vous parle parce que. Au début, la rigueur me tend la main et puis elle me plaît énormément, j'y adhère. Après, je vais travailler dans des 3 étoiles où cette rigueur existe et tout. Et en même temps, j'arrive à la fin de mon cursus dans ces 3 étoiles-là, au milieu des années 95, parce que moi j'arrive ici en 97, et on en commence à entendre dans les vestiaires ou au moment du repas une certaine lassitude des équipes et des horaires et de la pression et du stress et le ras-le-bol des hurlements en fait. Et ça c'est un truc que j'emmagasine beaucoup au fur et à mesure. Assez tôt. Et puis quand je reviens ici, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on change le modèle. Aujourd'hui, la restauration ne fonctionnera plus comme ça. J'ai à l'époque 24-25 ans et je fais ça pourra plus continuer comme ça parce que toute ma génération, on commence dans les arrières, au vestiaire ou à table, on commence à entendre dire il y en a marre de ça, il y en a marre de ça. J'ai vécu la différence en l'espace de 5 ans. Les premières maisons où je suis allé travailler, tout le monde était tête baissée. Et en l'espace de 5 ans, il y a eu une évolution. Et quand j'arrive ici, je me dis, il faut qu'on arrive à mettre des choses en place pour être consciemment acquis dans le sens où il faut aller de l'avant. Parlons justement de ce qui va vous amener ici avant d'écrire votre cuisine ici et de ces maisons, parce que c'est pas des petites maisons que vous avez fréquentées. Quelle formation vous avez reçue? Qu'est-ce que vous avez découvert? Quelle porte vous avez poussée après votre école ou pendant
votre formation? Parce Non. qu'il y a des grands noms quand même que vous avez croisés sur votre route avant, Oui. avant de... Parce qu'en fait, c'était toujours ce rêve du gamin de 5 ans qui rêvait d'étoiles. Ouais. Et donc, quand on rêve d'étoiles à l'âge de 5 ans, on rêve d'aller travailler dans les 3 étoiles. Et puis là, on en prend plein la vue. Alors, quelles sont les maisons que vous avez fréquentées dans l'ordre que vous les avez choisies, justement? Mon premier stage, c'était chez Jean Crottet, qui avait 2 étoiles à l'Hostellerie de Levernois, près de Beaune. J'en avais fait un deuxième chez Marc Vera à l'Éridan à l'époque, et il cherchait à avoir la 3e étoile. Il était en 2 étoiles, et puis c'était la conquête de la 3e étoile. Donc ça, c'est un moment, on arrive, on comprend rien, on y est, on comprend pas grand chose, et on repart, on n'a rien compris. Mais c'est parce que c'est Vraiment. Non, mais parce que c'est la bataille d'aller chercher cette 3e étoile pour Marc Vera à ce moment-là. Ouais. Et qu'est-ce que vous découvrez de ces ambiances, de ces cuisines-là? Parce que là, on se parle de Marc Vera une hyper rigueur où tout doit être parfait parce qu'il est à la conquête de la 3e étoile, où rien ne doit déborder et tout doit être parfait. Tout le monde doit capter l'identité du chef et puis la retranscrire dans chaque mouvement, dans chaque geste. Mais à ce stade de votre carrière, en l'occurrence tout débutant, forcément, là, on vous confie des toutes petites tâches très compartimentées, c'est dur, c'est Il n'y a pas de petites tâches dans les 3 étoiles. Enfin, dans aucun restaurant, il y a des petites tâches. À partir du moment où c'est un bon restaurant qui fait des produits frais, que ce soit du bistrot jusqu'aux 3 étoiles, il n'y a pas de petites tâches. Travailler une pluche de cerfeuil, c'est aussi important que de travailler un filet de turbo. Il n'y a pas de petites tâches. Il n'y a pas de petites équipes. Il n'y a pas de petits cuisiniers. Il y a les bons et les mauvais. Alors ça, c'est très intéressant que vous disiez ça, parce que moi, quand je parle de petites tâches, c'est pour dire que souvent les cuisiniers disent qu'au début, on leur confie forcément des missions qui n'ont pas forcément le prestige, et justement, ils peuvent tourner des artichauts pendant des plombes et pendant des mois. Un bel artichaut bien tourné, c'est déjà prestigieux. Et ça, c'est... Non, mais... ça, c'est déjà prestigieux. Mais parce que le problème aujourd'hui des jeunes, c'est qu'on a l'impression que si on leur donne pas la boîte de caviar dans la main et qu'on leur laisse la boîte de cerfeuil, c'est imagé, ce que je dis. Bien sûr. Mais ils ont l'impression que c'est moins bien. Mais tant que tu sauras pas tailler du cerfeuil, tu pourras pas faire autre chose. Je veux dire, mais ça, vous le savez dès le début, ça vous l'avez en tête, cette valeur-là? Oui, justement. parce que c'était déjà dans mon éducation du départ avec mes parents, au bout du compte. Je veux dire, laver un verre, c'est aussi important que de le remplir avec un grand Bordeaux. Parce que si le verre il est pas propre, le grand Bordeaux il aura jamais de goût. Enfin voilà, il y a des principes. Il faut vraiment commencer avec les premières techniques pour pouvoir les acquérir. Et puis une fois qu'elles sont acquises, on passe aux suivantes. Et puis après on passe aux suivantes. Et puis on passe aux suivantes. Et on passe aux suivantes. Il faut pas vouloir griller les étapes, parce qu'en plus à vouloir griller les étapes, on s'ennuie vite dans sa vie. Donc il faut y aller progressivement. Il faut acquérir les acquis. Et puis on évolue au fur et à mesure. Vous n'hallucinez pas de vous retrouver dans une maison comme celle de Marc Vera à ce moment charnière de sa carrière où il y a cette exigence et cette volonté de sa part? À l'époque, je m'en rends pas compte. Vous avez quel âge à ce moment-là? Je sais plus, je dois avoir 18 ans, 17 ans. Ça tape quand même, j'imagine. Là, il doit y avoir en cuisine une espèce de... À l'époque, je m'en rends pas compte. Mes parents, à l'époque, avaient une étoile. Moi, je suis à l'école hôtelière. J'avais fait un stage dans un très joli 2 étoiles. Là, je rentre dans une maison qui a 2 étoiles, mais en stage, c'était quelques mois, quelques semaines, quelques mois. Je rentre dans une maison qui a 2 étoiles et qui est à un moment charnier de la 3e. Et il est peut-être 2 ans ou 3 ans avant la 3e étoile. Donc, il est dedans à fond. Et on s'en rend pas compte. On est dans un flux où on est tête baissée dedans et puis on travaille comme des malades, mais on s'en rend pas compte. Et après, on va travailler dans une autre maison et puis après dans une autre. Et puis là, avec le recul, on s'aperçoit ce qu'on a fait chez Marc Vera. On s'aperçoit ce qu'on fait chez Verger, on s'aperçoit ce qu'on fait chez Guérard et après chez Chapelle. Donc, on s'aperçoit de tout ça. On s'aperçoit du cheminement qu'on nous a fait faire entre l'école, les stages et puis au fur et à mesure les maisons qui étaient en passe de monter et puis les maisons qui sont installées, les maisons qui sont acquises. Il faut que vous nous racontiez les calques justement qui se sont déposés les uns après les autres. Si Marc Vera vous a laissé quelque chose aujourd'hui rétrospectivement, quand vous refaites le film, ce moment-là de votre apprentissage, ce regard que vous allez porter sur cette page, il va laisser quoi, vous pensez? Qu'est-ce que vous gardez de ce moment? Chez Marc Vera, une identité forte, très très forte, et cette identité forte aussi bien dans l'homme que dans sa cuisine, que dans sa maison, que dans son fonctionnement, une identité très très forte. Et la preuve où on rentrait dans une génération de chefs, parce qu'à l'époque Marc il devait avoir entre 40 et 45 ans, et on rentrait dans une identité de chef où on pouvait pousser à l'extrême son identité. C'est-à-dire personnel, là on se parle d'une identité personnelle, ça passe par quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que vous y voyez, vous? Parce que là on se parle d'un chef emblématique et qui a une personnalité en plus, qui a construit un... Je pense que les chefs 3 étoiles ont une identité aussi bien personnelle que privée, c'est la même.
c'est la même. On vit d'une passion qui nous dévore au jour le jour et qu'on alimente au jour le jour. Ça dépasse la cuisine, c'est ça que vous voulez dire? Il y a des personnages. Notre identité, elle est aussi bien, c'est la même qu'on a en cuisine que chez nous perso, que quand on est de sortie, que quand on est. D'ailleurs, c'est nous. C'est nous. Il n'y a pas un moment où on se dit je mets ma veste, je deviens différent. Je mets mon tablier, je deviens différent. Je suis dans ma cuisine, je deviens différent. Non, on vit ça. C'est quelque chose qu'on vit, mais à part entière et pleinement. C'est la définition de la singularité. Les chefs 3 étoiles, ils sont tous singuliers. Ils ont une identité, quoi. C'est ça. Ouais, je pense qu'on est dans un sacerdoce où c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous nourrit, c'est ce qui nous dévore, c'est ce qui on a envie de vivre et on veut le vivre comme ça. C'est excitant tous les jours. Vous avez énuméré là rapidement il y a 2 minutes les chefs qui justement ont marqué vos étapes de formation. Est-ce qu'on peut ouvrir la page suivante après Marc Verrat? Roger Verger, ouais. Au Moulin de Mougins. Là, on est dans la démesure de la Côte d'Azur ou autre atmosphère, autre ambiance, autre terroir, autre territoire pour le coup. Un terroir super riche parce qu'on est quand même sur la Côte d'Azur, dans tous les petits légumes, les fleurs de courgettes, l'huile d'olive, les olives, enfin ça, c'est un pas terroir votre du ADN, soleil. En l'occurrence, c'est pas. Non, c'est pas votre mais c'est justement aussi quelque chose qu'on prend plaisir à découvrir. Parce que c'est en découvrant d'autres terroirs qu'on retrouve l'identité de son propre terroir. Par contraste, par contrepoint. Ouais, par contrepoint. C'est exactement ça. Et c'est là où c'est tout aussi excitant parce qu'on découvre des choses qu'on ne connaît pas du tout. Là, en l'occurrence, on connaît pas du tout. Et on arrive chez Roger Verger où on est dans la démesure de la Côte d'Azur. À l'époque, Verger était la star de la Côte d'Azur. C'était l'homme du Festival de Cannes, l'ami des acteurs et tout. Et puis on rentre dans une maison où en cuisine, on se retrouve en plein milieu du service à croiser aussi bien un couple qui vient fêter ses 20 ans de mariage et qui veut visiter la cuisine que la personne qui suit derrière, c'est Schwarzenegger ou Sharon Stone. Ouais. Donc c'est j'ai vu la démesure. Il y avait une espèce de truc de attends, mais qui j'ai vu passer parce que j'en ai vu passer pas mal. C'était le côté Moulin de Mougins, Roger Verger. C'était la démesure qu'on retrouvait à l'époque sur la Côte d'Azur et puis dans ces maisons-là. En cuisine, ça donne quoi? C'est quoi? C'est une débauche de produits, parce qu'on se parle souvent de produits d'excellence, mais aussi dans ces maisons, il y a un truc, ça passe, on compte même plus. C'est ça un peu l'idée aussi, j'imagine. En fait, c'est pas une débauche de produits de luxe ou quoi que ce soit. C'est juste une livraison de produits que les convives attendent de la part du chef. Donc c'est ça qui est assez beau. Et on est encore une fois sur des produits qui paraissent aujourd'hui très luxueux, mais qui à l'époque étaient plus communs. On reparle de quelque chose d'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait 15 ou 16 maisons 3 étoiles en France. Il devait y avoir 401 étoiles, il y avait peut-être 62 étoiles. Ouais. Donc il y avait la proportion d'étoilés qui était moins forte. La bistronomie n'existait pas. Et ces produits-là, d'il y a 30 ans, on les trouvait sur toutes les grandes tables étoilées parce que c'était ce que la mer donnait, ce que la terre donnait, ce que la forêt donnait. C'était ce que la chasse donnait. Il y en avait suffisamment pour toutes ces maisons-là. Aujourd'hui, il y a peut-être 2 fois plus d'étoilés sur notre territoire. Et heureusement, et j'en suis le plus heureux du monde qu'il y en ait 2 fois plus, parce que c'est top pour un pays d'avoir autant d'étoilés et tout. Donc ça, c'est royal. Mais par contre, les produits, avec l'état de la planète, il y en a un peu moins, il y a un peu plus de grands étoilés. Donc ça devient des produits un peu plus rares. Donc faut trouver sa bonne moyenne. Aujourd'hui, on mettra peut-être moins des portions de turbo de 300 grammes dans l'assiette avec 100 grammes de truffes noires. Donc c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on est plus mesuré, on va dire. Mais à l'époque, c'était aussi des produits que les grands chefs savaient bien travailler, que les convives trouvaient pas forcément au marché non plus quand même, et du coup prenaient plaisir à manger au restaurant. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, moi, je travaille de toutes sortes de produits. Je peux travailler un lieu, comme je peux travailler un turbo. Je peux travailler une très belle crevette comme de la Gamberoni. On peut travailler plein de produits différents. Mais sincèrement, le convive qui a fait ses économies pour arriver dans un 3 étoiles, pour fêter ses 20 ans de mariage, ses 30 ans de mariage ou l'anniversaire de madame, quand il a économisé pendant 1 an et demi, je suis pas convaincu que de lui faire manger un maquereau, ça va être son rêve à ce moment-là. À ce moment-là, il a envie de manger ce fameux turbo dont il entend parler depuis des années de la part de tous les chefs, qui voit dans tous les magazines, qui voit dans tous les livres et tout. Et le jour où il a fait ses économies, il a fait des efforts pendant 1 an, il a envie de manger du turbo. Il y a un petit côté institution dans ce que vous êtes en train de dire. C'est un rendez-vous qu'on attend. Ouais, c'est un rendez-vous qu'on attend et il se le fixe 1 an à l'avance. Moi, j'ai plein de convives qui viennent chez nous, qui ont fait leurs économies tous les mois en faisant un effort.
tous les mois pour mettre peut-être 20 €, 50 € de côté. Et puis au bout d'un an et demi, ils ont fait leur cagnotte et ils vont choisir un 3 étoiles, que ce soit ici ou un autre. Hein. Et arriver dans ce 3 étoiles-là, ils veulent manger le plat dont ils ont entendu parler. Ils veulent manger des produits qu'ils n'auront pas tous les jours. Ils veulent que ça reste un moment gravé. Et ils veulent que ce soit un moment différent de tous les autres. Ils veulent écrire le souvenir. Voilà. Ça, vous le percevez quand à ce moment-là où vous allez, vous, justement, vous confronter à ces premières adresses mythiques, vous commencez à saisir ce qu'on attend d'une telle adresse? Totalement, parce que je vois les convives naviguer, encore une fois, dans les cuisines. Ils veulent visiter la cuisine, ils veulent rencontrer l'équipe, déjà à l'époque, hein, même s'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux puis toutes les émissions de télé d'aujourd'hui. Mais beaucoup de convives viennent visiter. Moi, je me rappelle, chez Michel Guérard, on avait une cuisine qui était très grande, très belle, très humaine. Et tous les jours, on avait des gens qui visitaient la cuisine, qui venaient se faire prendre en photo avec Michel Guérard. Il y avait déjà tout cet attrait au chef de cuisine et à la cuisine. Ça, c'est une expérience que vous allez vivre après Mougins, justement. Vous allez aller en sortant du moulin de Mougins, je vais chez Michel Guérard. Donc ça, c'est le on-off là, parce qu'on sort d'une maison où on travaille des super beaux produits. Ouais. J'ai découvert des produits au moulin de Mougins, même si c'est un peu le côté des mesures de la Côte d'Azur, ça n'empêche qu'on travaille des produits d'exception, mais vraiment poussé au plus pointu dans sa fraîcheur, dans son approche, dans ses attentes, et puis dans le respect du produit. On arrive chez Guérard, je retrouve à peu près les mêmes produits, un peu différents parce qu'on est plus dans les terres, mais avec cette recherche de fraîcheur, on pousse les cuissons sur le fil, on respecte le produit, il y a un amour et une émotion mise dans le produit et tout. Et là, on est dans une maison à la campagne. Moins démonstratif, peut-être plus... une maison à la campagne. Vous savez, vous partez. Parce que là, c'est pas péjoratif, parce que non, mais il y a un lien aussi, parce que votre papa l'a connu justement aussi, à Asnières, dans une institution. Là, il a déménagé, il est dans les Landes auprès d'Eugénie. Enfin, imaginez qu'au mois d'août, vous êtes un mois en vacances, vous allez passer 10 jours sur la Côte d'Azur à la plage, et puis les 10 autres jours, vous allez passer ça dans votre maison de famille au fin fond de l'Auvergne. C'est les deux paramètres, mais c'est des moments tout aussi exceptionnels. Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, là-bas, à cet âge-là? Chez Guérard, la poésie. Parce que Monsieur Guérard était un poète. On va chercher de la poésie, on va chercher à cet âge-là, du rêve. Attendez, à cet âge-là, on cherche pas forcément de la poésie. Si vous êtes déjà là-dedans. Si, parce que moi, quand j'étais chez Verger, j'ai passé une année là-bas, j'écoutais déjà tout ce qui se passait autour pour savoir où est-ce que j'avais envie d'aller après. Et à l'époque, Guérard, moi je suis allé chez Guérard en 95, il avait eu sa 3e étoile en 77, ça fait presque 20 ans qu'il a 3 étoiles, mais on en parle toujours autant. Ouais. Ça reste un magicien, c'est un poète, c'est quelqu'un d'extraordinaire, la cuisine minceur, la cuisine gourmande, et puis sa maison qui s'embellit chaque année, qui devient de plus en plus belle. Et cet esprit relais et châteaux à la campagne, cet esprit maison de campagne, cet esprit cuisine servie à la campagne, mais qu'avec des beaux produits, cet esprit maison de famille qui me plaisait déjà. Et votre père vous en a parlé auparavant? Qu'est-ce qu'il vous en dit? Parce que quand il l'a connu, en l'occurrence... Mon papa et ma maman, parce que les deux ont travaillé chez Michel Guérard au pot-au-feu à Asnières. Ouais. Maman côté salle et puis papa côté cuisine. Parce qu'on se parle d'une adresse mythique, une adresse qui a marqué la cuisine. Oui. Non mais... Ouais, j'ai plein d'anecdotes. Donc c'est vrai que ils ont vécu des moments extraordinaires. Ils sont restés 2 ou 3 ans au pot-au-feu à Asnières, jusqu'à ce que Monsieur Guérard ferme pour déménager à Eugénie-les-Bains, en fait. D'accord. Puis c'était les débuts de Monsieur Guérard. Donc, mais oui, c'est une page de la gastronomie qui a fait rêver. Mais comme tous les chapitres suivants, Eugénie-les-Bains, c'était aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce qui va s'imprimer de sa cuisine, de l'expérience que vous allez vivre là-bas chez vous? Le ramassage des herbes et des fleurs le matin. Faut se resituer en 95, à l'époque où personne n'avait réellement de potager chez soi et tout. Et là, nous, tous les matins, on allait ramasser nos herbes et nos fleurs dans le jardin, ce qu'il appelait le jardin du curé, qui était près des chambres, qui s'appelait le couvent aux herbes. Voilà, le couvent aux herbes. Et puis on allait chercher les herbes là devant les fenêtres des clients, quoi. Donc c'était, il y avait déjà un côté un peu magique. Il fallait remettre son tablier, il fallait prendre un tablier propre, mettre sa toque et tout. Et puis on y allait avec nos petites plaques en inox et puis nos ciseaux, puis on allait couper les herbes devant les convives qui étaient sur leur terrasse de chambre. Ouais, c'était aussi raconter la cuisine avant la cuisine. On les mettait déjà presque en condition. Il y avait une mise en condition qui était du début jusqu'à la fin, mais que je trouvais top. Je trouvais ça beau, quoi. C'était assez magique. Ou chez Guérard, à Eugénie-les-Bains, où il y avait 3 ou 4 établissements, et pour se déplacer d'un établissement à un autre, on avait des vélos. Donc c'était marrant, on croisait les cuisiniers se balader dans le parc en vélo, quoi. Donc mais c'était la magie de chez Michel Guérard, où on avait l'impression que tout était d'une plénitude, d'une zénitude, d'une sérénité, aussi bien pour les convives que pour les équipes.